Ma femme, Emilia, est une femme merveilleuse. Belle, intelligente, gentille, et profondément convaincue que les choses les plus bizarres lui arrivent la nuit. Depuis des mois, elle racontait ces épisodes. Pas des rêves, insistait-elle. Il s'agissait d'expériences réelles, survenues alors qu'elle était censée dormir. Une nuit, c'était un essaim d'écureuil miniature et lumineux qui dansait sur sa poitrine. Une autre nuit, c'était une voix désincarnée qui récitait des sonnets de Shakespeare à travers la bouche d'aération de la salle de bain. Puis il y a eu le jour où elle s'est réveillée convaincue d'avoir assisté à un goûter clandestin sur la Lune, organisé par un corgi parlant. J'essayais de me montrer compréhensive. « Ah chérie, tu rêves probablement » disais-je doucement. « Non, Tesla » insistait-elle, les yeux écarquillés et sérieux. « Les rêves sont flous. Ceux-là sont vivants. Je les ressens. Je m'en souviens. » Je lui suggérais des techniques de réduction du stress, des tisanes, voire un nouveau matelas. Rien n'y faisait. Les histoires continuaient, toutes plus farfelues les unes que les autres. Elle se réveillait en sueur froide, le cœur battant, persuadée qu'elle venait de se battre avec un gnome pour s'emparer de sa pantoufle préférée, ou qu'elle avait été enlevée par des extraterrestres qui voulaient discuter de la température optimale pour infuser le thé Earl Grey. Honnêtement, je commençais à m'inquiéter. Était-elle somnambule? Souffrait-elle d'une sorte d'hallucination nocturne? Où était-elle? Eh bien, était-elle en train de perdre la tête? Finalement, j'ai décidé que j'avais besoin de preuves. Je ne pouvais pas continuer à ignorer ses inquiétudes, et je ne pouvais certainement pas continuer à perdre le sommeil en l'écoutant raconter ses aventures nocturnes avec des nains de jardin doués de sensibilité et des mouches domestiques philosophes. J'ai donc fait ce que tout mari rationnel et un peu désespéré aurait fait. J'ai acheté une caméra à vision nocturne. Je l'ai installée dans notre chambre, discrètement positionnée sur l'étagère, en m'assurant qu'il avait une vue dégagée sur notre lit. J'ai dit à Emilia que j'essayais simplement de capturer la façon mignonne dont elle ronflait, une légère exagération. Mais cela semblait être une excuse moins alarmante que « j'essaie de prouver que tu n'es pas complètement folle ». La première nuit, rien. Juste les bruits habituels du sommeil, les doux ronflements d'Emilia, le tic-tac discret de l'horloge de chevet. J'ai revu les images le lendemain matin, déçu mais aussi légèrement soulagé. Peut-être que tout cela n'était que du stress, et qu'il commençait enfin à s'atténuer. La deuxième nuit, toujours rien. Je commençais à me sentir un peu bête, mais je décidai de persévérer. Après tout, ces épisodes ne se produisaient pas toutes les nuits, il fallait donc que je sois patiente. La troisième nuit, j'ai failli ne pas regarder les images. J'étais fatigué et, honnêtement, un peu ennuyé par toute cette expérience. Mais quelque chose m'a dit de jeter un coup d'œil rapide. Et oh mon Dieu! La séquence a commencé normalement. Emilia et moi dormions, la pièce était sombre, la seule lumière provenant de la faible lueur de l'horloge numérique. Puis, vers 2h37 du matin, les choses ont commencé à devenir bizarres. Emilia s'agita. Elle ne se réveilla pas, mais elle commença à trembler. Ses mains bougèrent, comme si elle s'accrochait à quelque chose. Puis, elle se redressa, les yeux toujours fermés, et regarda directement la caméra. Ou plus précisément, à travers la caméra, comme si elle ne pouvait même pas la voir. Et puis elle a commencé à parler. Pas vraiment avec des mots. Plutôt, du charabia. Une suite de syllabes insensées, prononcées d'une voix basse et pressante. Cela ressemblait à une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Je l'observais, le cœur battant dans ma poitrine, tandis qu'elle poursuivait son étrange monologue. Elle faisait des gestes avec ses mains, imitant des actions que je ne pouvais déchiffrer. À un moment donné, elle semblait tricoter, avec des aiguilles et du fil invisible, puis, quelque chose de vraiment bizarre se produisit. Une faible lumière scintillante apparut au-dessus de sa tête. Ce n'était pas brillant, juste une lueur subtile, comme une brume de chaleur un jour d'été. Elle pulsait doucement, projetant d'étranges ombres sur le mur. Et puis, une silhouette est apparue. C'était translucide, presque fantomatique, mais bien là. On aurait dit, une petite créature ailée. Une fée. Un lutin. Je n'aurais pas pu le dire. Il planait près de la tête d'Emilia, semblant écouter son baragouin. Puis, il tendit la main et toucha son front. Au moment où la créature entra en contact, la lumière scintillante disparut et les mouvements d'Emilia cessèrent. Elle se rallongea, sa respiration redevenant normale. La créature resta en suspension un moment de plus, puis disparut, disparaissant complètement. J'étais assis là, les yeux rivés sur l'écran, la mâchoire ouverte. J'ai rembobiné la séquence, la regardant encore et encore, essayant de comprendre ce que je voyais. Était-ce un effet de lumière? Un dysfonctionnement de la caméra? Ou ma femme était-elle en train d'interagir avec une sorte de quelque chose?
Je savais que je ne pouvais pas ignorer cela. Ce n'était pas juste un rêve. C'était quelque chose de complètement différent. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'ai décidé que j'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas le dire à Emilia, pas encore. Elle me prendrait pour une folle. J'avais besoin de parler à quelqu'un, quelqu'un qui pourrait avoir des réponses. Quelqu'un qui ne me regarderait pas comme si j'étais folle. J'ai pensé à Emma, une amie à moi, qui s'était toujours intéressée au paranormal. Elle avait même suivi quelques cours de parapsychologie, si je me souviens bien. Elle pourrait avoir des idées. Je l'ai appelée le lendemain, en essayant de paraître décontracté. « Salut Emma » dis-je. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va ?»« Tesla. Je suis ravi d'avoir de tes nouvelles. » répondit-elle d'une voix enjouée. « Quoi de neuf ?»« Oh, rien de bien spécial, » dis-je en essayant de garder une voix calme. « Je suis juste curieuse de quelque chose. Tu te souviens de ces cours que tu as suivis sur la parapsychologie? Te souviens-tu de quelque chose à propos de visites nocturnes ?» Il y eut un silence. Puis Emma dit, « Des visites nocturnes? Tu veux dire comme des fantômes? Des fées? Des extraterrestres? » « Ouais, quelque chose comme ça, » dis-je, le cœur battant à tout rompre. « Je suis juste curieuse. » « Eh bien, » dit Emma, « c'est un sujet assez vaste. De quel genre de visite parlons-nous » J'hésitais. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vu sans paraître complètement ridicule? Bafouillai-je. Disons simplement que ma femme a eu des expériences inhabituelles la nuit. Et j'ai recueilli des preuves. Une autre pause. Puis Emma dit à voix basse, « Tesla, tu dis que tu as vu quelque chose de surnaturel ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Emma, dis-je, je ne sais pas ce que j'ai vu. Mais c'est étrange. Et j'ai besoin de ton aide. » Emma s'est montrée étonnamment réceptive. Au lieu de se moquer de moi ou de me suggérer de chercher de l'aide professionnelle, humaine, pas de chasseur de fantômes, elle était intriguée. Elle m'a posé une avalanche de questions. Quel genre d'expérience vivait Emilia? À quoi ressemblait la créature? À quoi ressemblait le charabia? J'ai fait de mon mieux pour tout décrire, en essayant même d'imiter le langage étrange qu'Emilia avait parlé, au grand amusement d'Emma, et à une légère inquiétude, je pense. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain à l'appartement d'Emma. J'ai apporté les images de la vision nocturne sur une clé USB, mes mains tremblant légèrement lorsque je la lui ai remise. Emma, une petite femme aux yeux brillants et curieux et au chignon perpétuellement décoiffé, a installé son ordinateur portable et a branché la clé. La pièce était silencieuse pendant que nous regardions les images ensemble. Alors que les événements étranges se déroulaient à l'écran, les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle haleta, chuchota, et se couvrit même la bouche avec sa main à un moment donné. Lorsque la créature apparut et toucha le front d'Emilia, elle laissa échapper un petit « Oh mon Dieu !» Quand la vidéo s'est terminée, elle s'est assise dans son fauteuil, les sourcils froncés. « Tesla, » a-t-elle dit d'une voix sérieuse, « je ne sais pas quoi penser de tout ça. » « C'est exactement ce que je ressens, » répondis-je en passant une main dans mes cheveux. J'ai essayé de rationaliser, de trouver une explication logique, mais je n'y arrive pas. Emma hocha la tête. Ce n'est pas seulement du somnambulisme ou des terreurs nocturnes. C'est autre chose. La lumière, la créature, le langage, tout cela est incroyablement inhabituel. Reconnaissez-vous quelque chose? Demandai-je avec espoir. Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose de ce genre auparavant? Emma réfléchit un instant. La langue, elle m'est vaguement familière, dit-elle. J'ai lu des textes anciens qui décrivent des sons similaires, mais rien de concret. Et la créature, ça pourrait être un certain nombre de choses. Une fée, un esprit, même, peut-être quelque chose d'extraterrestre. Extraterrestre, répétai-je en haussant les sourcils. C'est une possibilité, a déclaré Emma. Nous ne pouvons rien exclure à ce stade. La lueur, la capacité d'apparaître et de disparaître, cela correspond à certaines descriptions de rencontres avec des extraterrestres. J'ai senti une vague de vertige m'envahir. Des extraterrestres? Des fées? Cela devenait de plus en plus incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, sentant un sentiment de désespoir s'installer en moi. Nous allons enquêter, dit Emma, les yeux brillants d'excitation. C'est fascinant, Tesla. Nous devons en apprendre davantage. Et c'est ainsi que commença notre enquête étrange et inattendue sur la vie nocturne de ma femme. Emma, grâce à ses connaissances en matière de paranormal, devint notre chercheuse principale. Elle passa des heures à éplucher des textes anciens, à faire des recherches sur le folklore et même à consulter un « expert » autoproclamé en matière d'enlèvement par des extraterrestres, qui, heureusement, ne portait pas de chapeau en papier d'aluminium. Pendant ce temps,
Je me suis concentré sur la collecte d'informations supplémentaires sur les expériences d'Emilia. J'ai commencé à tenir un journal, documentant chaque détail dont elle pouvait se souvenir, aussi bizarre soit-il. J'ai même commencé à enregistrer ses conversations pendant son sommeil, dans l'espoir de déchiffrer le langage étrange qu'elle parlait lors de ses rencontres nocturnes. Une nuit, alors qu'elle écoutait les enregistrements des conversations d'Emilia pendant son sommeil, Emma a fait une découverte. Elle a reconnu une phrase récurrente, une série de syllabes qu'Emilia répétait fréquemment. Après des semaines de recherche, elle a découvert que cette phrase provenait d'une langue ancienne obscure, parlée par une petite tribu isolée de la forêt amazonienne. La traduction approximative était « la tisseuse de rêves ». La tisserande de rêves, répéta Emma, la voix pleine d'émerveillement. Cela, ça pourrait être énorme. Cela suggère que les expériences d'Emilia sont liées à quelque chose d'ancien. Quelque chose de puissant. Nous avons décidé d'essayer une nouvelle approche. Au lieu de simplement documenter les expériences d'Emilia, nous essaierions de communiquer avec tout ce qui lui rendait visite. Emma nous a suggéré d'essayer une technique appelée « rêve lucide », où Emilia serait consciente qu'elle rêvait et pourrait potentiellement interagir avec les entités qu'elle rencontrait. C'était une chance inespérée, mais nous étions à court d'options. Nous avons expliqué le concept à Emilia, qui, étonnamment, s'est montrée plus ouverte à l'idée que je ne l'aurais cru. Elle avait toujours ressenti un lien étrange avec ses expériences nocturnes, le sentiment qu'elles étaient plus que de simples rêves. Emma a guidé Emilia à travers diverses techniques de relaxation et de visualisation, l'aidant à reconnaître les signes indiquant qu'elle rêvait. Cela a pris plusieurs semaines, mais finalement, Emilia a fait son premier rêve lucide. Elle l'a décrit comme une sensation de flotter, son corps léger et libre. Elle a vu la même lumière scintillante, la même créature ailée. Et cette fois, elle a pu lui parler. Ou plutôt, il lui parlait. Pas avec des mots, mais à travers des images, des émotions et un sens de la compréhension qui transcendait le langage. La créature lui montrait des visions de « Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. » Et incroyablement compliquées. Les visions étaient fragmentées, symboliques, difficiles à interpréter. Mais elles laissaient entrevoir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de la réalité elle-même. Cela impliquait, eh bien, disons simplement que cela impliquait plus que des fées et des extraterrestres. Cela impliquait la structure même des rêves, l'interconnexion de la conscience, et, eh bien, je m'avance trop vite. Nous essayons toujours de rassembler les pièces du puzzle. Mais une chose est sûre, les aventures nocturnes d'Emilia sont bien plus que de simples aventures imaginaires. Elles sont une fenêtre sur quelque chose de bien plus grand. Les visions qu'Emilia a reçues cette nuit-là, et celles des nuits suivantes, étaient comme les pièces d'un puzzle cosmique. Elles lui montraient des nébuleuses tourbillonnantes de pensées, la naissance et la mort des idées, la danse complexe de la conscience à travers les dimensions. La tisseuse de rêves, comme Emma l'avait traduit, n'était pas seulement une créature fantasque de contes de fées. C'était quelque chose de plus. Un conduit, peut-être, un pont entre notre réalité éveillée et le paysage sans limite de l'esprit onirique. Et Emilia, semblait-il, y était particulièrement sensible. Plus nous nous sommes plongés dans ce monde étrange, plus nous avons réalisé à quel point nous comprenions mal la conscience, la réalité elle-même. Les frontières entre le rêve et l'état de veille se brouillaient, le sol solide de notre monde perçu semblait scintiller et se déplacer. Nous avons appris que les pensées n'étaient pas de simples impulsions électriques fugaces dans le cerveau. C'étaient des choses tangibles, existant dans un domaine au-delà de notre perception quotidienne, capables d'être tissées et façonnées, influençant non seulement nos propres vies, mais aussi celles des autres, peut-être même la structure de l'univers lui-même. Emilia, d'abord effrayée et troublée par ses expériences, a commencé à accepter son don unique. Elle a appris à naviguer dans le monde des rêves, à communiquer avec la tisserande, à comprendre les messages qu'elle essayait de transmettre. Ce n'était pas toujours facile. Les visions étaient souvent énigmatiques, le langage des rêves symboliques est difficile à interpréter. Mais avec l'aide d'Emma et mon soutien indéfectible, Emilia a commencé à percer les mystères de ses aventures nocturnes. Nous n'avons jamais révélé publiquement ce que nous avions découvert. Nous savions que le monde n'était pas prêt à une telle révélation. Les gens nous auraient traités de fous, nous auraient traités de charlatans. Mais nous connaissions la vérité. Nous avions entrevu la réalité cachée, le monde secret qui existait juste au-delà du voile de notre conscience éveillée. Et Emilia? Elle est devenue bien plus que ma femme. Elle est devenue une rêveuse, une tisserande de pensées, un pont entre les mondes. Elle vivait toujours ses aventures nocturnes, mais elle n'était plus une source de peur ou de confusion. Elles étaient un voyage dans les profondeurs de l'esprit, une connexion à quelque chose d'ancien et de puissant.
Nos vies ont changé, subtilement mais profondément. Nous avons vu le monde différemment, avec une nouvelle appréciation du mystère et de l'émerveillement qui nous entourait. Nous avons compris que la réalité n'était pas seulement ce que nous percevions avec nos sens. C'était quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus malléable, façonné par nos pensées, nos rêves, notre conscience collective. Et Emilia, ma magnifique et extraordinaire épouse, était au cœur de tout cela. Elle était la clé, la rêveuse, celle qui ouvrait la porte aux possibilités infinies de l'esprit. Et moi, j'étais juste là pour le voyage, lui tenant la main, m'émerveillant de l'univers qu'elle nous aidait à voir. Notre histoire n'avait pas pour but de prouver quoi que ce soit au monde. Il s'agissait de découvrir la magie qui est en nous et le potentiel illimité de l'esprit humain. Et cela, nous le savions, était un voyage qui ne finirait jamais vraiment.